J'étais sur le point de renvoyer une femme de ménage, quand une fillette de 5 ans entra dans le bâtiment avec un tablier géant et dit « Ma maman ne peut pas marcher aujourd'hui, mais moi, je suis venu l'aider. » Personne n'imaginait que cette phrase ouvrirait la porte à un passé qu'il avait enfoui et à une vérité impossible à ignorer. Partie 1. Dans les hauteurs du quartier d'affaires de la Défense à Paris, la tour Lumière se dressait comme un géant de verre et d'acier contre le ciel bleu de midi. Au 42e étage, derrière un bureau en acajou italien, Antoine Dubois passait en revue les rapports trimestriels avec la précision d'un chirurgien. À 38 ans, il avait bâti un empire immobilier qui s'étendait sur toute la côte d'Azur française. Ses yeux bleus, froids comme la glace, scannaient chaque chiffre tandis que ses doigts tambourinaient impatiemment sur la surface polie du bureau. Le téléphone sonna avec la discrétion caractéristique des appareils de luxe. « Monsieur Dubois », la voix de sa secrétaire Sophie semblait tendue. « Il y a un problème dans le hall principal. Une petite fille est en train de faire le ménage. » Antoine fronça les sourcils. En 8 ans en tant que PDG de Lumière Construction, il n'avait jamais entendu quelque chose d'aussi absurde. « Pardon ? Une petite fille en train de nettoyer ? » « Oui, monsieur. Elle a environ 8 ans et porte un uniforme de nettoyage improvisé. Elle dit que sa mère n'a pas pu venir aujourd'hui et que quelqu'un doit faire le travail. » Antoine laissa tomber son stylo sur le bureau. Son entreprise employait l'une des sociétés de nettoyage les plus prestigieuses de Paris. Comment était-il possible qu'ils envoient une enfant? Descendez immédiatement et découvrez ce qui se passe, et appelez la sécurité. Il raccrocha le téléphone et se dirigea vers la grande fenêtre qui offrait une vue panoramique sur la ville. De cette hauteur, les gens ressemblaient à des fourmis se déplaçant dans les rues. C'est ainsi qu'Antoine voyait le monde, d'en haut, contrôlant chaque mouvement, chaque décision. Il avait appris jeune que la vie était une compétition impitoyable où seuls les plus forts survivaient. Son téléphone portable vibra. Un message texte d'un numéro inconnu. « Papa, pourquoi ne rentres-tu jamais à la maison ?» Antoine effaça immédiatement le message. Les messages erronés étaient courants, mais quelque chose dans ces mots lui provoqua une sensation étrange dans la poitrine. 20 minutes plus tard, sa secrétaire, Sophie, entra dans le bureau, accompagnée d'un homme robuste d'une 50aine d'années, vêtu de l'uniforme de sécurité du bâtiment. « Monsieur Dubois, » dit Sophie, visiblement nerveuse, « je vous présente Marc, chef de la sécurité. Il peut mieux vous expliquer la situation. » Marc s'éclaircit la gorge avant de parler. « Monsieur, nous avons trouvé la petite fille au 15e étage, en train de nettoyer les fenêtres. Elle portait un tablier d'adulte qui lui était énorme, attaché avec des lacets de chaussures. Quand nous lui avons demandé ce qu'elle faisait, elle nous a dit que sa mère, Hélène Martin, n'avait pas pu venir travailler parce qu'elle était malade et que quelqu'un devait faire son travail pour qu'elle ne soit pas renvoyée. Le nom Hélène Martin ne disait rien à Antoine, mais la situation était si inhabituelle qu'elle éveilla sa curiosité. « Où est la petite fille maintenant ?»« Dans la petite salle de réunion au 5e étage, monsieur. Nous ne savions pas quoi faire d'elle. Elle dit qu'elle ne partira pas avant d'avoir fini de nettoyer tous les étages qui reviennent à sa mère. » Antoine se massa les tempes. Il avait une réunion importante avec des investisseurs japonais dans 2 heures et c'était la dernière chose dont il avait besoin. « Emmenez-moi la voir. » L'ascenseur descendit en silence jusqu'au 5e étage. En marchant dans le couloir, Antoine put entendre une voix enfantine chantant une chanson française. La mélodie était douce, mais il y avait quelque chose de mélancolique dans le ton qui lui provoqua une étrange nostalgie. Marc ouvrit la porte de la salle de réunion et Antoine se retrouva face à une scène qu'il n'oublierait jamais. Une petite fille, aux cheveux châtains attachés en 2 couettes ébouriffées, était debout sur une chaise essayant de nettoyer le tableau blanc avec un chiffon trop grand pour ses mains. Elle portait un tablier bleu marine qui lui arrivait aux chevilles, attaché avec ce qui semblait être des lacets de chaussures et des rubans de cadeaux. Ces chaussures, clairement de seconde main, avaient les lacets cassés et attachés avec des nœuds improvisés. En le voyant entrer, la petite fille descendit immédiatement de la chaise et se redressa avec une dignité qui contrastait dramatiquement avec sa petite taille. « Bonjour, monsieur, » dit-elle d'une voix claire, le regardant droit dans les yeux. « Je suis Léa Martin. Je suis venue faire le travail de ma mère parce qu'elle est très malade et ne peut pas se lever du lit. Mais ne vous inquiétez pas, je sais très bien nettoyer. Ma mère me l'a appris. » Antoine resta paralysé. Les yeux de la petite fille étaient d'un vert intense, plein de détermination mais aussi d'une tristesse qui ne correspondait pas à son âge. Il y avait quelque chose dans son regard qui lui était étrangement familier. « Léa, » dit Antoine, essayant de moduler sa voix pour ne pas l'effrayer, « quel âge as-tu ?»« 8 ans, monsieur. Mais je suis très responsable.
Ma mère dit que je suis plus mature que beaucoup d'adultes. Et où habites-tu? Dans le quartier du Marais, monsieur. Rue de la Providence, numéro 47, deuxième étage. C'est un petit appartement, mais il est très propre. Ma mère dit toujours que la pauvreté n'est pas une excuse pour la saleté. Antoine sentit comme si quelqu'un lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. Le Marais. Ce quartier, il le connaissait très bien. Il y avait vécu pendant ses années d'université, quand il n'avait pas encore d'argent et partageait un minuscule appartement avec 3 autres étudiants. Il avait été heureux à cette époque, même s'il ne le savait pas alors. Léa, ta mère, comment s'appelle-t-elle exactement? Hélène Martin-Dubois, monsieur. Mais tout le monde l'appelle Hélène. Elle travaille ici la nuit, en nettoyant les bureaux. Elle dit que c'est un travail honnête et que grâce à lui, elle peut me payer l'école. Le monde d'Antoine vacilla. Hélène, la seule femme qu'il avait vraiment aimée, celle qu'il avait laissée derrière lui quand il avait décidé que l'amour était un luxe, qu'il ne pouvait pas se permettre s'il voulait réussir dans le monde des affaires. C'était il y a 9 ans. 9 ans et 8 mois, pour être exact. Antoine regarda Léa avec de nouveaux yeux. Les cheveux châtains, les yeux verts, la forme de son menton, tout concordait de manière terrifiante. « Marc, dit-il d'une voix rauque, pouvez-vous nous laisser seuls un instant ?» Une fois seul, Antoine s'approcha lentement de Léa, qui restait debout près de la chaise, serrant le chiffon de nettoyage comme si c'était sa bouée de sauvetage. « Léa, ta mère t'a-t-elle déjà parlé de ton père ?» La petite fille baissa les yeux pour la première fois. « Ma mère dit que mon père était un homme très important, mais qu'il devait choisir entre être important et être père, et il a choisi d'être important. Elle dit que je ne dois pas être triste pour ça, parce qu'elle m'aime autant que 2 parents réunis. » Chaque mot était comme un poignard s'enfonçant dans le cœur d'Antoine. Il s'agenouilla devant Léa pour être à sa hauteur. « Et toi, qu'en penses-tu » Léa leva les yeux et l'étudia longuement. Il y avait une sagesse ancienne dans ses yeux verts qui le troubla profondément. « Je pense que mon père doit être très triste, monsieur, parce que ma mère est la meilleure personne du monde, et s'il l'a laissé partir, c'est qu'il ne savait pas ce qu'il avait, et ça doit lui faire très mal. » Antoine sentit les larmes menacer de couler, mais il les retint. Il n'avait pas pleuré depuis 15 ans, et il n'allait pas commencer maintenant devant une fillette de 8 ans, une fillette qui était très probablement sa fille. « Léa, je veux que tu m'écoutes très attentivement. Ta mère ne va pas perdre son travail, d'accord? Et tu n'as plus besoin de venir nettoyer ici. Mais j'aimerais mieux connaître votre situation. Pourrais-tu me donner ton adresse exacte ?» Léa récita l'adresse complète, y compris le numéro d'appartement et le code postal. Antoine mémorisa chaque détail. « Une dernière chose, Léa. Ta mère est-elle très malade? Elle tousse beaucoup et ne peut pas se lever. La nuit dernière, elle avait une très forte fièvre et parlait en dormant. Elle disait des noms que je ne connais pas et pleurait. C'est pourquoi j'ai décidé de venir. Nous ne pouvons pas perdre ce travail, monsieur. C'est tout ce que nous avons. » Antoine se leva et marcha vers la fenêtre. Paris s'étendait devant lui, mais pour la première fois depuis des années, la ville ne lui semblait plus son royaume conquis. Elle lui semblait un labyrinthe où il avait perdu le plus important. « Marc !» cria-t-il vers la porte. Le chef de la sécurité entra immédiatement. « Appelez mon chauffeur, je veux qu'il ramène Léa chez elle. Et après, je veux que vous enquêtiez sur Hélène Martin. Combien de temps elle travaillait ici, qui l'a embauchée, tout. »« Oui, monsieur. » Antoine se tourna vers Léa, qui était restée silencieuse pendant tout l'échange. « Léa, mon chauffeur va te ramener à la maison, et je veux que tu dises à ta mère de ne pas s'inquiéter pour le travail. Je m'occuperai de tout. » Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans la pièce, Léa sourit. C'était un sourire radieux qui transforma complètement son visage. « Vraiment, monsieur, ma mère ne perdra pas son travail? Non seulement elle ne le perdra pas, mais nous allons nous assurer qu'elle reçoive les meilleurs soins médicaux. » Léa courut vers lui et, sans demander la permission, l'embrassa par la taille. Antoine resta rigide un instant, mais ensuite, lentement, il posa une main sur la tête de la petite fille. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un l'embrassait sans rien attendre en retour. Avez-vous déjà eu une rencontre qui a changé votre vie pour toujours? Racontez-nous votre expérience dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir comment cette histoire touchante continue. Partie 2. Cet après-midi-là, Antoine annula toutes ses réunions, chose qu'il n'avait jamais faite dans sa carrière professionnelle. Depuis son bureau au 42e étage, Paris semblait un échiquier où il avait toujours su quel était son prochain coup. Mais maintenant, pour la première fois depuis des années, il se sentait complètement perdu. Marc était revenu avec le rapport qu'il avait demandé. Hélène Martin travaillait à la Tour Lumière depuis 7 ans. Elle avait été embauchée par l'entreprise de nettoyage Service Urbain Île-de-France quand Léa avait à peine 1 an. Son superviseur direct, Jean Dupont,
la décrivait comme l'employée la plus ponctuelle et dévouée qu'il ait jamais eue. Elle n'avait jamais manqué un seul jour en 7 ans. Jusqu'à hier, Antoine lut le dossier avec un mélange de fierté et de douleur. Hélène avait toujours été extraordinaire. Même à l'université, quand tous deux étudièrent l'architecture, elle se distinguait par son éthique de travail et sa détermination. Ils se souvenaient vivement des nuits passées à étudier ensemble à la bibliothèque, partageant du café instantané et des rêves de construire un avenir ensemble. Mais les rêves d'Antoine avaient grandi plus vite que son amour. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. « Monsieur Dubois, votre chauffeur, est de retour. Il dit qu'il a besoin de vous parler d'urgence. » Philippe, son chauffeur de confiance depuis les 5 dernières années, entra dans le bureau avec une expression grave. « Monsieur Antoine, je crois que vous devez savoir certaines choses sur la situation de cette famille. » Antoine se tendit. « Quel genre de choses? L'appartement où ils vivent est très modeste, monsieur, très modeste. Mais il est impeccable, comme si c'était un palais. La petite fille m'a invité à monter parce que sa mère voulait vous remercier personnellement, et ce que j'ai vu m'a brisé le cœur. » Philippe s'assit sur la chaise devant le bureau, chose qu'il n'aurait normalement jamais osé faire. « Hélène est très malade, monsieur. Elle a une toux terrible et peut à peine parler. Mais quand elle a su que vous aviez promis qu'elle ne perdrait pas son travail, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas dormi depuis des jours, inquiète de savoir comment ils allaient survivre si elle était renvoyée. » Antoine sentit une pointe de culpabilité dans la poitrine. Quoi d'autre? « La petite Léa est incroyable, monsieur. Pendant que sa mère se reposait, elle m'a montré tout l'appartement. Ils ont très peu de choses, mais chaque objet est soigné comme un trésor. Dans la chambre de Léa, il y a un mur rempli de dessins, et dans beaucoup d'entre eux apparaît un homme grand aux yeux bleus en costume d'affaires. » Le cœur d'Antoine s'accéléra. « Elle t'a dit qui c'était? » Je lui ai demandé, et elle m'a dit que c'était son père. Qu'elle ne l'avait jamais connu, mais que sa mère lui avait décrit comment il était. « Monsieur Antoine, ces dessins vous ressemblent beaucoup. » Antoine se leva brusquement et marcha vers la fenêtre. Le soleil commençait à se coucher sur Paris, teignant le ciel d'orange et de rose. C'était magnifique, mais il ne pouvait pas l'apprécier. Son esprit était rempli d'images d'Hélène, de Léa, d'une vie qu'il avait abandonnée sans regarder en arrière. « Philippe, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Discrètement. Découvre ce dont cette famille a besoin. Médicaments, nourriture, n'importe quoi. Et assure-toi qu'ils le reçoivent sans savoir que ça vient de moi. »« Je l'ai déjà fait, monsieur. » Antoine se retourna, surpris. « Quoi? Quand je suis sorti de l'appartement, je suis passé par la pharmacie du quartier. Le pharmacien, Pierre, connaît bien Hélène. Il m'a dit qu'elle demandait des antibiotiques à crédit depuis des mois pour traiter une infection pulmonaire qui ne guérissait pas. Il m'a aussi dit que Léa venait parfois demander le prix des médicaments et quand elle découvrait qu'il ne pouvait pas les payer, elle partait sans rien dire. » Philippe sortit un papier de sa poche. « Voici la liste de tout ce dont elle a besoin. J'ai payé 1 mois de médicaments et j'ai dit aux pharmaciens de m'appeler s'ils avaient besoin de quoi que ce soit d'autre. » Antoine regarda son chauffeur avec un mélange de gratitude et d'étonnement. Philippe travaillait pour lui depuis des années, mais il n'avait jamais montré autant d'initiative personnelle. « Merci, Philippe. Tu n'avais pas à faire ça. »« Si, je devais le faire, monsieur. Cette petite fille m'a rappelé ma propre fille quand elle était petite. Et en plus, je crois que vous aviez besoin que quelqu'un le fasse. » Cette nuit-là, Antoine ne put pas dormir. Son appartement dans le quartier exclusif de Neuilly-sur-Seine, avec ses 400 mètres carrés et sa vue sur la Seine, lui semblait un mausolée. Il marcha dans les pièces vides, se souvenant de la simplicité et de la chaleur du petit appartement qu'il avait vu sur les photos que Philippe avait prises discrètement avec son téléphone. À 3 heures du matin, il prit une décision qui allait tout changer. Il s'habilla et conduisit son Aston Martin à travers les rues désertes de Paris jusqu'au quartier du Marais. Il connaissait le chemin par cœur, même s'il ne l'avait pas parcouru depuis des années. Chaque rue, chaque coin lui rappelait une époque plus simple, quand il croyait encore en l'amour et en la possibilité de construire une vie basée sur autre chose que le succès financier. Il s'arrêta devant l'immeuble de la rue de la Providence 47. C'était un vieil immeuble, du début du XXe siècle, avec la façade détériorée, mais dignement entretenue. Les fenêtres du 2e étage étaient éclairées par une lumière tamisée. Hélène était éveillée. Antoine resta dans la voiture pendant plus d'1 heure, regardant ses fenêtres, imaginant ce qu'aurait pu être sa vie s'il avait pris des décisions différentes, s'il avait choisi l'amour plutôt que l'ambition, s'il avait été assez courageux pour construire quelque chose de réel au lieu d'un empire vide. Son téléphone vibra. Un message texte du même numéro inconnu que le matin précédent. « Papa, viendras-tu un jour me rencontrer ?» Cette fois, Antoine n'effaça pas le message.
Il le relut plusieurs fois, sentant chaque mot s'enfoncer dans son cœur comme une épine. Il composa le numéro. Une voix enfantine et endormie répondit au troisième appel. « Allô ?» C'était Léa. « Léa, c'est Antoine Dubois, le monsieur de la tour où tu as travaillé aujourd'hui. » Il y eut un moment de silence. « Monsieur Antoine, pourquoi m'appelez-vous si tard? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de grave? » « Non, il ne s'est rien passé de grave. Juste, je voulais savoir comment allait ta mère. Elle va un peu mieux, merci. Monsieur Philippe a apporté des médicaments et elle n'a plus autant de fièvre. Mais elle tousse encore beaucoup. » Antoine ferma les yeux, sentant un soulagement inexplicable. « Léa, puis-je te demander quelque chose? »« Bien sûr, monsieur Antoine. Pourquoi as-tu mon numéro de téléphone ?» Il y eut une longue pause. Quand Léa parla de nouveau, sa voix n'était qu'un murmure. « Parce que ma mère me l'a donné. Elle m'a dit que si un jour il se passait quelque chose de très grave et qu'elle ne pouvait pas s'occuper de moi, je devais appeler ce numéro. Mais elle m'a fait promettre de ne l'utiliser qu'en cas de très grande urgence. Et aujourd'hui, c'était une très grande urgence. Oui, monsieur Antoine, ma mère était très malade et nous avions peur qu'elle perde son travail. Sans ce travail, nous ne pourrions pas payer l'appartement ni mon école. Ça, ce serait une très grande urgence. » Antoine sentit les larmes couler sur ses joues. C'était la deuxième fois de la journée qu'il pleurait, après 15 ans de sécheresse émotionnelle. « Léa, ta mère est-elle réveillée? »« Oui, mais elle est très faible. Vous voulez lui parler? »« Oui, s'il te plaît. » Il entendit de petits pas s'éloigner du téléphone, puis des voix chuchotant en français. Ensuite, une toux prolongée et une voix qu'il reconnut immédiatement, même si elle sonnait rauque et fatiguée. « Antoine ?» Entendre son nom sur les lèvres d'Hélène après 9 ans fut comme recevoir une décharge électrique. « Bonjour, Hélène. » Il y eut un long silence. Antoine pouvait entendre la respiration difficile d'Hélène de l'autre côté de la ligne. « Je n'arrive pas à croire que ce soit toi, » dit Hélène finalement. « Après toutes ces années, Hélène, nous devons parler. »« Il n'y a rien à dire, Antoine. Tu as pris ta décision il y a longtemps. Mais maintenant je sais que j'ai une fille. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Antoine pouvait sentir la douleur d'Hélène à travers la ligne téléphonique. « Léa n'est pas ta responsabilité, » dit Hélène finalement. « Nous nous sommes bien débrouillés sans toi pendant 8 ans. Nous pouvons continuer à nous débrouiller. Mais vous ne vous débrouillez pas bien, Hélène. Tu es malade. Tu vis dans un minuscule appartement. Tu travailles la nuit en nettoyant des bureaux. Un travail honnête, » l'interrompit Hélène d'une voix ferme malgré sa maladie. « Je n'ai pas honte de mon travail. J'ai élevé Léa seule. Je l'ai gardée dans une bonne école. Je lui ai donné de l'amour et des valeurs. Je n'ai pas besoin de ta pitié. » Antoine sentit la force de caractère qu'il avait toujours admirée chez Hélène. Même malade, même dans la précarité, elle gardait sa dignité intacte. « Ce n'est pas de la pitié, Hélène. C'est de la responsabilité. Et c'est aussi de l'amour. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Alors, tu ne serais pas parti. » L'accusation était simple, directe et dévastatrice. « Tu as raison, j'ai commis la pire erreur de ma vie. Mais maintenant, je suis là et je veux essayer de réparer ça. Certaines choses ne peuvent pas être réparées, Antoine, surtout quand il y a une fillette de 8 ans en jeu. Léa n'est pas une expérience pour ta crise de la quarantaine. » Antoine regarda vers les fenêtres éclairées du 2e étage. Il put voir la silhouette de Léa apparaître brièvement à la fenêtre avant de disparaître à nouveau. « Laisse-moi essayer, Hélène. Laisse-moi être le père que j'aurais dû être depuis le début. Ce n'est pas si facile, Antoine. Tu ne peux pas apparaître après 8 ans et t'attendre à ce que tout soit comme dans un conte de fées. Léa est une vraie enfant, avec de vrais sentiments. Si tu entres dans sa vie, tu ne peux pas disparaître à nouveau quand tu t'ennuieras ou quand tes responsabilités professionnelles deviendront plus importantes. Je ne vais pas disparaître, c'est ce que tu as dit avant. » La conversation se termina là. Hélène raccrocha, laissant Antoine avec le téléphone à la main et une douleur dans la poitrine qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Mais pour la première fois depuis longtemps, il sentait aussi autre chose, de l'espoir et de la détermination. Il regarda une fois de plus vers les fenêtres du 2e étage avant d'allumer le moteur. Demain commencerait la tâche la plus importante de sa vie, reconquérir la famille qu'il avait perdue par sa propre lâcheté, même si cela lui coûtait tout ce qu'il avait construit. Partie 3. Les jours suivants furent une révolution silencieuse dans la vie d'Antoine Dubois. Pour la première fois de sa carrière, il arriva en retard aux réunions, annula des engagements importants et se surprit à penser à Hélène et Léa, au lieu de fusion et acquisition. Son assistante personnelle, Sophie, commença à s'inquiéter de son comportement erratique. L'Antoine qu'elle connaissait était un homme aux routines précises, aux horaires inflexibles et aux priorités absolument claires. Ce nouvel Antoine semblait distrait,
humain d'une manière qui la déconcertait. Le mercredi matin, Antoine prit une décision qui aurait été impensable une semaine auparavant. Il s'habilla de vêtements décontractés et se rendit dans le quartier du Marais. Il avait discrètement enquêté sur la routine de Léa. Il savait qu'elle sortait de l'école à 4 heures de l'après-midi et qu'elle restait généralement jouer dans le petit parc de la place des Vosges jusqu'à ce qu'Hélène se réveille de sa sieste diurne pour préparer le dîner. À 4h15, Antoine était assis sur un banc du parc, nerveux comme un adolescent à son premier rendez-vous. Il portait un sac avec du matériel de dessin qu'il avait acheté ce matin-là dans un magasin d'art du boulevard Haussmann. Il n'était pas sûr de la raison pour laquelle il avait choisi cela spécifiquement, mais il se souvenait que Léa avait mentionné qu'elle aimait dessiner. Léa apparut en courant dans la rue, son cartable rebondissant sur son dos et ses couettes ébouriffées par le vent. En le voyant, elle s'arrêta net, surprise. « Monsieur Antoine, qu'est-ce que vous faites ici ?» Antoine se leva du banc, sentant soudain l'absurdité de la situation. C'était un millionnaire de 38 ans, assis dans un parc public, attendant une fillette de 8 ans. « Bonjour, Léa. Je voulais te voir. Et aussi, je voulais te donner ça. » Il lui tendit le sac avec le matériel de dessin. Léa l'ouvrit avec des yeux brillants d'émotion. « Des feuilles de papier de vrai et des crayons de couleur professionnelle. Monsieur Antoine, ça a dû coûter très cher. Ne t'inquiète pas pour ça. On m'a dit que tu aimais dessiner. » Léa hocha la tête avec enthousiasme. « Ma mère dit que j'ai du talent. Elle me l'a appris quand j'étais très petite. Avant qu'elle ne tombe malade, nous avions l'habitude de dessiner ensemble le dimanche matin. » Ils s'assirent ensemble sur le banc. Léa commença immédiatement à sortir les nouveaux matériaux, examinant chaque crayon comme si c'était un trésor. « Quel genre de choses aimes-tu dessiner ?»« De tout. Des maisons, des fleurs, des personnes. Parfois je dessine comment j'imagine que serait ma famille si elle était complète. » Antoine sentit un nœud dans la gorge. « Peux-tu me montrer certains de tes dessins ?» Léa hésita un instant, puis ouvrit son cartable et en sortit un cahier usé. Les pages étaient remplies de dessins faits avec des crayons bon marché, mais le talent était évident. Il y avait des portraits d'Hélène, des paysages urbains du quartier et effectivement plusieurs représentations d'une famille idéale. Une femme qui était clairement Hélène, une fillette qui était Léa et un homme grand aux yeux bleus. « C'est mon père », dit Léa en montrant un des dessins. « Je ne l'ai jamais vu, mais ma mère m'a raconté comment il était. Elle dit qu'il était très beau et très intelligent, mais qu'il avait peur d'être père. » Antoine étudia le dessin. La ressemblance avec lui était troublante. « Et toi, qu'en penses-tu » Léa haussa les épaules avec la sagesse pragmatique des enfants qui ont grandi trop vite. « Je pense que nous avons tous peur de quelque chose. Ma mère avait peur que je naisse malade, mais je suis né en bonne santé. Moi, j'ai peur que ma mère meure et que je me retrouve seul, mais elle va mieux. Peut-être que mon père avait peur de ne pas être un bon papa, mais il ne le saura jamais s'il n'essaie pas. » La simplicité et la profondeur de cette observation frappèrent Antoine comme un marteau. « Léa, aimerais-tu que ton père apparaisse dans ta vie ?» La petite fille le regarda avec ses yeux verts qui ressemblaient tant à ceux d'Hélène. Seulement s'il voulait vraiment rester. Ce serait pire de le connaître et de le perdre ensuite que de ne jamais le connaître. Ma mère dit qu'il vaut mieux avoir un beau souvenir de quelqu'un que tu n'as jamais connu, qu'un mauvais souvenir de quelqu'un qui t'a abandonné. Ils passèrent l'heure suivante à dessiner ensemble. Antoine découvrit qu'il avait une aptitude naturelle qu'il avait complètement oubliée. À l'université, il avait été bon en dessin technique, mais cela faisait des années qu'il n'avait pas pris un crayon pour créer quelque chose simplement pour le plaisir de le faire. Léa lui enseigna des techniques qu'elle avait développées elle-même, des façons de créer des textures et des ombres qui étaient étonnamment sophistiquées pour une fillette de 8 ans. Ma mère dit que quand je serai grande, je pourrai étudier l'art à l'université. Elle dit que si je travaille très dur et que j'ai de bonnes notes, peut-être que j'obtiendrai une bourse. Aimerais-tu étudier l'art? J'aimerais étudier beaucoup de choses. L'art, l'architecture, peut-être la médecine pour pouvoir soigner les gens comme ma mère, ou peut-être les affaires, pour pouvoir avoir de l'argent et aider d'autres familles comme la nôtre. Antoine fut impressionné par l'ampleur des rêves de Léa. À 8 ans, elle avait déjà une vision du monde plus généreuse et ambitieuse que beaucoup d'adultes. « Léa, puis-je te demander quelque chose de personnel ?»« Bien sûr, monsieur Antoine. Es-tu heureuse ?» La question sembla la surprendre. « Heureuse ? Oui, je crois que oui. Ma mère et moi nous aimons beaucoup. J'ai quelques amis à l'école. J'aime apprendre. Parfois je suis triste parce que nous n'avons pas beaucoup d'argent et parce que ma mère travaille tellement qu'elle est toujours fatiguée. Mais la plupart du temps, je suis heureuse. » Elle fit une pause, réfléchissant. « Et vous, monsieur Antoine, êtes-vous heureux ?» La question le prit complètement au dépourvu. Personne ne lui avait posé cette question depuis des années.
Ses employés lui posèrent des questions sur les affaires, ses partenaires sur les investissements, les femmes avec qui il sortait occasionnellement sur les plans pour le week-end. Mais personne ne lui demandait s'il était heureux. Je ne sais pas, Léa. Je crois que j'avais oublié ce que ce mot signifie. Ma mère dit que le bonheur n'est pas d'avoir beaucoup de choses, mais d'aimer beaucoup les choses que tu as. Vous, aimez-vous beaucoup les choses que vous avez? Antoine réfléchit longuement. Son appartement de luxe, son entreprise, ses voitures, ses comptes bancaires, les aimait-il? Ou les possédait-il simplement? Non, Léa, je crois que non. Alors peut-être que c'est pour ça que vous n'êtes pas heureux. La sagesse de cette fillette de 8 ans était dévastatrice dans sa simplicité. Quand le soleil commença à se coucher, Léa ramassa ses nouveaux matériaux avec un soin révérencieux. « Je dois y aller, monsieur Antoine. Ma mère doit être réveillée et elle s'inquiète si j'arrive en retard. Léa, puis-je te demander autre chose? Oui, raconteras-tu à ta mère que nous avons été ensemble ?» Léa le regarda avec une expression qui révélait qu'elle comprenait parfaitement les complexités de la situation. « Vous voulez que je lui raconte? Oui, mais je veux aussi que tu saches que, quoi qu'il arrive entre ta mère et moi, j'aimerais rester ton ami. Vraiment? Vraiment. » Léa s'approcha et lui fit un câlin spontané. « Moi aussi j'aimerais ça, monsieur Antoine. Vous êtes très différent de ce que je pensais que seraient les hommes riches. Comment pensais-tu qu'ils étaient? Je croyais qu'ils étaient méchants et qu'ils ne pensaient qu'à l'argent. Mais vous pensez à d'autres choses. Ça se voit dans vos yeux. » Cette nuit-là, Antoine reçut un appel d'Hélène. Sa voix sonnait plus forte que la fois précédente, mais il y avait un ton de reproche qu'il reconnut immédiatement. « Léa m'a raconté que tu étais avec elle cet après-midi. »« Oui, Antoine, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas apparaître dans sa vie comme si tu étais un oncle amusant qui l'emmène en promenade. C'est une enfant. Elle ne comprend pas les complications des adultes. Alors explique-les-moi. » Hélène soupira audiblement. « La complication, c'est que Léa t'aime déjà. Elle parle de toi constamment depuis que vous êtes allés au parc. Monsieur Antoine ceci, monsieur Antoine cela. Elle ne se rend pas compte que tu es son père, mais elle ressent instinctivement une connexion avec toi. Et c'est mauvais? C'est dangereux. Parce que quand elle découvrira la vérité, elle voudra une famille complète. Elle voudra que nous vivions ensemble, que nous soyons une famille normale. Et quand cela n'arrivera pas, elle aura le cœur brisé. » Antoine resta silencieux, assimilant les mots d'Hélène. « Qui dit que ça n'arrivera pas? Antoine, s'il te plaît, ne rends pas ça plus difficile que ça ne l'est déjà. Hélène, je suis sérieux. Je veux essayer de construire une famille avec toi et avec Léa. Et ton entreprise? Ta carrière? Ta vie de millionnaire? Tout ça peut attendre, ou peut s'adapter. Mais je ne peux pas récupérer les 8 années que j'ai perdues avec ma fille. » Hélène garda le silence si longtemps qu'Antoine pensa qu'elle avait raccroché. « Hélène, tu es toujours là? Je suis là. Juste, j'ai besoin de temps pour réfléchir. C'est très soudain. Je te donnerai tout le temps dont tu auras besoin. Mais, s'il te plaît, ne m'éloigne pas de Léa. Laisse-moi la connaître. Laisse-moi faire partie de sa vie. Je ne te demande pas de me pardonner encore. Je te demande juste de me laisser essayer. » Une autre longue pause. « D'accord, mais avec des conditions. Celles que tu veux. Première, pas de cadeaux chers. Léa ne peut pas s'habituer à un niveau de vie que nous ne pouvons pas maintenir. D'accord. Deuxième, si tu dois être dans sa vie, ça doit être de manière constante. Pas d'apparition quand ça t'arrange et de disparition quand tu as du travail. Entendu. Troisième, elle ne peut pas savoir que tu es son père tant que nous ne sommes pas sûrs que tu vas rester. Je ne vais pas te permettre de jouer avec ses sentiments. » Hélène, es-tu d'accord ou non? Antoine ferma les yeux. Il savait qu'Hélène avait raison sur tout. « Je suis d'accord. Alors tu peux venir dîner dimanche. Léa a demandé si tu pouvais voir notre appartement. Mais Antoine, si tu viens comme Antoine, pas comme le PDG millionnaire. Peux-tu faire ça? » Pour la première fois depuis des semaines, Antoine sourit sincèrement. « Je peux faire ça. » Avez-vous dû changer complètement votre mode de vie par amour? Cette histoire ne fait que commencer et Antoine devra faire face à des décisions encore plus difficiles. Commentez de quelle ville vous nous écrivez et dites-nous si vous pensez qu'Hélène devrait lui donner une chance. Partie 4. Le dimanche arriva avec une pluie persistante qui transforma Paris en une toile de gris et de reflets. Antoine se réveilla dans son appartement de Neuilly-sur-Seine, se sentant plus nerveux qu'il ne l'avait été depuis des années. Il avait conclu des affaires de plusieurs millions d'euros, il avait parlé devant des conseils d'administration internationaux, il avait traversé des crises financières qui auraient détruit des hommes moins préparés. Mais la perspective de dîner avec Hélène et Léa le désarmait complètement. Il s'habilla soigneusement, évitant tout ce qui pourrait paraître ostentatoire. Jean foncé, chemise blanche simple, chaussures confortables.
Pas de montre suisse, pas de bouton de manchette en or, rien qui ne crie l'argent. Dans le miroir, il se vit plus ressemblant au jeune architecte qu'il avait été il y a une décennie qu'au magnate de l'immobilier qu'il était devenu. Il décida de marcher du centre-ville jusqu'au Marais. Il avait besoin de temps pour réfléchir, pour se préparer mentalement à ce qui pourrait être la conversation la plus importante de sa vie. Les rues du quartier du Marais avaient une vie propre qu'Antoine avait complètement oubliée. Des personnes âgées jouant à la pétanque dans les cafés, des enfants courant entre les flaques, l'arôme du pain frais se mêlant à l'odeur de la pluie. C'était un monde complètement différent de celui des tours de verre et des restaurants de luxe où se déroulait sa vie quotidienne. Il arriva à l'immeuble de la rue de la Providence exactement à 7 heures, comme il l'avait convenu. Le portail était ancien mais bien entretenu, avec des boîtes aux lettres en laiton qui portaient des décennies d'histoire, gravées sur leur surface usée. Il monta l'escalier en marbre usé jusqu'au 2e étage. La porte de l'appartement 2B avait une petite plaque indiquant Martin en lettres simples. Antoine respira profondément et sonna. Léa ouvrit la porte immédiatement, comme si elle l'avait attendu derrière. « Monsieur Antoine, vous êtes vraiment venu ?» Elle portait une robe bleue qui était clairement sa meilleure tenue, avec les cheveux soigneusement coiffés en 2 tresses parfaites. Ses yeux brillaient d'émotion. « Bien sûr que je suis venu, Léa. Je t'ai dit que je viendrais. Entrez, entrez. Ma mère est dans la cuisine en train de finir le dîner. Elle dit que vous devez avoir faim après avoir tant marché. » Antoine entra dans l'appartement et s'arrêta immédiatement. C'était exactement comme Philippe l'avait décrit, minuscule mais impeccable. Chaque objet avait sa place, chaque surface brillait de propreté. Mais plus que cela, il y avait quelque chose d'indéfinissable dans l'air, une sensation de foyer que son appartement de 400 mètres carrés n'avait jamais eu. Les murs étaient décorés des dessins de Léa, encadrés de cadres bon marché, mais remplis d'amour. Il y avait des photographies de la mère et de la fille à différents moments. Léa bébé, son premier jour d'école, des anniversaires célébrés avec des gâteaux faits maison. Sur aucune des photos n'apparaissait un homme. « Léa, peux-tu m'aider à mettre la table ?» La voix d'Hélène vint de la cuisine. Antoine la reconnut immédiatement, mais elle sonnait différemment. Plus mature, plus fatiguée, mais aussi plus forte. « Ma mère veut bien vous connaître », murmura Léa de manière conspiratrice. Elle a cuisiné tout l'après-midi. Elle dit que la nourriture est la meilleure façon de connaître les gens. Hélène apparut sur le seuil de la cuisine, s'essuyant les mains avec un tablier. Antoine sentit comme si quelqu'un lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. Elle était toujours belle, mais d'une manière complètement différente de celle dont il se souvenait. À 28 ans, elle avait eu la beauté fraîche et optimiste de la jeunesse. Maintenant, à 37 ans, elle avait la beauté plus profonde d'une femme qui avait lutté et survécu. Ses cheveux châtains avaient quelques mèches grises prématurées. Elle avait des rides d'expression autour des yeux. Et il y avait une solidité dans sa posture qu'elle n'avait pas eue auparavant. « Bonjour Antoine », dit-elle simplement. « Bonjour Hélène ». Ils se regardèrent un instant qui sembla éternel. Léa les regardait l'un l'autre avec une curiosité évidente. « Vous vous connaissiez avant ?» demanda-t-elle. Hélène et Antoine échangèrent un regard rapide. « Oui », dit Hélène. « J'ai connu Antoine il y a de nombreuses années quand nous étions tous les deux étudiants. »« Quelle coïncidence !» s'exclama Léa. « Et vous étiez amis ?»« Nous étions de très bons amis, » dit Antoine. Le dîner fut une expérience surréaliste. Hélène avait préparé un coq au vin, le plat préféré d'Antoine à l'époque. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Pendant qu'ils mangeaient, Léa maintint une conversation constante, racontant des anecdotes de l'école, posant des questions sur le travail d'Antoine, partageant ses projets pour l'avenir. « Ma mère dit que vous êtes architecte, comme elle, » dit Léa. Antoine faillit s'étouffer avec le riz. « Hélène est architecte ? Eh bien, j'ai étudié l'architecture, » dit Hélène avec un sourire triste. « Mais je n'ai jamais pu exercer. Les circonstances ont changé. » Antoine sentit une pointe de culpabilité. Hélène avait abandonné sa carrière pour élever Léa seule. « Mais ma mère dessine des plans incroyables, » continua Léa. « Parfois, quand elle ne peut pas dormir, elle dessine des maisons parfaites. Elle dit qu'un jour nous vivrons dans une maison qu'elle aura elle-même conçue. » Antoine regarda Hélène qui évita son regard en se concentrant sur son assiette. Après le dîner, Léa insista pour montrer à Antoine toute sa collection de dessins. Elle avait un talent extraordinaire, mais ce qui impressionna le plus Antoine fut l'évolution thématique de ses œuvres. Les dessins les plus anciens montraient une famille complète, idéalisée. Les plus récents ne montraient qu'Hélène et elle-même, mais ils étaient plus réalistes, plus détaillés, plus matures émotionnellement. « C'est mon préféré », dit Léa,
en montrant un dessin d'Hélène lisant un livre pendant qu'elle faisait ses devoirs à la table de la cuisine. Je l'ai fait le mois dernier. J'aime ça parce que ça montre que nous sommes heureuses, même si nous ne sommes que toutes les deux. Quand Léa partit se préparer pour se coucher, Hélène et Antoine restèrent seuls dans le petit salon. Le silence entre eux était chargé d'années de mots non dits. « Tu ne m'as jamais dit que tu avais laissé tomber l'architecture », dit Antoine finalement. Hélène haussa les épaules. « Tu ne m'as jamais demandé. » « Hélène, je ne savais pas. » « Tu ne savais pas parce que tu n'as pas voulu savoir. » Quand tu es parti, Antoine, tu es parti complètement. Tu as changé de téléphone, tu as déménagé dans un autre quartier, tu as cessé de fréquenter les endroits où nous aurions pu nous rencontrer. C'était comme si tu avais décidé que je n'existais pas. Antoine sentit le poids de cette accusation parce qu'elle était complètement vraie. Je pensais que ce serait plus facile pour nous deux. Plus facile? Antoine, j'étais enceinte. J'ai su que j'attendais un enfant de toi 2 semaines après ton départ. J'ai essayé de te contacter pendant des mois. Le monde d'Antoine vacilla. Tu as essayé de me contacter? Bien sûr que j'ai essayé. Je suis allé à ton travail, mais on m'a dit que tu avais demandé un transfert au bureau de Lyon. J'ai eu ton nouveau téléphone et je t'ai appelé des douzaines de fois, mais tu n'as jamais répondu. Je t'ai écrit des lettres, des emails, des messages, rien. Antoine se prit la tête entre les mains. Il se souvenait vaguement avoir reçu des appels de numéros inconnus à cette époque, mais il avait supposé qu'ils venaient d'Hélène et les avait délibérément ignorés. Il n'avait pas lu les emails. Il avait filtré ses messages. Il avait été si lâche qu'il n'avait même pas voulu entendre ce qu'elle avait à lui dire. « Hélène, je ne savais pas que tu étais enceinte, parce que tu n'as pas voulu le savoir. Tu avais décidé que j'étais un obstacle à ta carrière, et les obstacles, on les élimine, n'est-ce pas ?» Antoine ne put rien objecter, car c'était exactement ce qu'il avait pensé à ce moment-là. « Comment as-tu survécu? Comment as-tu élevé Léa seule ?» Hélène sourit, mais c'était un sourire amer. « Au début, c'était très difficile. J'ai dû quitter l'université au dernier semestre. J'ai travaillé dans ce que je pouvais pendant la grossesse. Serveuse, vendeuse, n'importe quoi. Mes parents m'ont un peu aidé, mais eux non plus n'avaient pas beaucoup d'argent. » Elle fit une pause, regardant vers la chambre où Léa se préparait à dormir. Quand Léa est née, c'était comme si le monde s'était illuminé. Toute la douleur, toute la solitude, tout en valait la peine en la voyant. J'ai décidé que j'allais lui donner la meilleure vie possible, même si je devais travailler jour et nuit pour y parvenir. « Et c'est pour ça que tu travailles en nettoyant des bureaux ?» « Je travaille en nettoyant des bureaux parce que c'est un travail honnête qui me permet d'avoir des horaires flexibles pour m'occuper de Léa. Je n'ai pas honte de mon travail, Antoine. J'aurais honte de vivre de la charité de quelqu'un qui m'a abandonné. » Antoine sentit chaque mot comme une gifle bien méritée. « Hélène, je veux te dédommager pour tout. Je ne veux pas ton argent. » Hélène se leva brusquement. « Tu ne comprends pas? Pendant 8 ans, j'ai construit une vie pour Léa et pour moi. Une vie digne basée sur nos efforts. Je ne vais pas te permettre d'arriver maintenant avec ta culpabilité et ton argent pour détruire ce que nous avons construit. Je ne veux rien détruire. Je veux construire quelque chose de nouveau. Vraiment? Et que se passera-t-il quand tu t'ennuieras? Que se passera-t-il quand tes partenaires, tes investisseurs, ton style de vie entreront en conflit avec cette nouvelle version de toi-même? Que se passera-t-il quand tu découvriras qu'être père est plus difficile que tu ne l'imaginais? » Antoine s'approcha d'elle, mais Hélène recula. « Ça n'arrivera pas. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que je ne suis plus le même homme qu'il y a 9 ans. Vraiment? Et quand a exactement changé le grand Antoine Dubois? Quand s'est-il réveillé un jour et a-t-il décidé qu'il voulait être père? » Antoine la regarda droit dans les yeux. « Le jour où j'ai vu ma fille nettoyer un bureau avec un tablier trop grand pour elle, essayant de sauver le travail de sa mère. » Hélène resta silencieuse, surprise par la crudité émotionnelle de cette confession. « Hélène, je sais que je n'ai le droit de rien demander. Je sais que j'ai abandonné mes responsabilités de la manière la plus lâche possible. Mais je sais aussi que tu m'aimes, ou que tu m'as aimé. Et je sais que Léa a besoin d'un père. Léa n'a pas besoin d'un père qui apparaît et disparaît selon sa convenance. Elle a besoin de stabilité, elle a besoin de sécurité, elle a besoin de savoir que les personnes qu'elle aime ne vont pas l'abandonner. Alors, laisse-moi lui prouver que je ne l'abandonnerai pas. Laisse-moi vous prouver à toutes les deux que je peux être l'homme que j'aurais dû être depuis le début. » Hélène l'étudia longuement. Dans ses yeux, Antoine put voir la bataille interne entre l'amour qu'elle avait ressenti pour lui et la douleur qu'il lui avait causée. « Et si je te dis oui? Et si je te donne une chance? Qu'es-tu prêt à sacrifier pour cette famille? Tout ce qui est nécessaire. Ton entreprise? Si c'est nécessaire. Ton style de vie? Ça ne m'importe plus. Ta réputation? » Antoine hésita un instant.
Sa réputation avait été tout pour lui pendant des années. Oui, ma réputation aussi. Hélène hocha lentement la tête. D'accord, Antoine, je vais te donner une chance. Mais ce sera à ma manière, avec mes règles, à mon rythme. Et au premier signe que ce n'est qu'un caprice temporaire, ce sera fini pour toujours. Compris? Compris. À ce moment-là, Léa apparut sur le seuil du salon, déjà en pyjama. « Monsieur Antoine reste dormir ?» Hélène et Antoine échangèrent un regard. « Non, ma chérie. Monsieur Antoine doit rentrer chez lui, mais il viendra nous rendre visite plus souvent. »« Vraiment ?» Les yeux de Léa s'illuminèrent. « Vraiment ?» dit Antoine. « Si ta mère est d'accord, j'aimerais venir dîner tous les dimanches. »« Oui ?» Léa courut vers lui et l'embrassa. « Ça va être comme avoir une vraie famille. » Par-dessus la tête de Léa, Antoine et Hélène se regardèrent. Tous deux savaient que les mots innocents de la petite fille avaient mis le doigt sur ce qui était réellement en jeu. Il ne s'agissait pas seulement de se reconnecter en tant que couple, mais de construire la famille dont Léa avait toujours rêvé. Et ça, Antoine le réalisait, allait être la partie la plus difficile de toutes. Partie 5. Les semaines qui suivirent établirent une routine qu'Antoine n'aurait jamais imaginée possible dans sa vie. Tous les mercredis après-midi, il passait du temps avec Léa au parc, l'aidant avec ses devoirs et écoutant ses histoires interminables sur l'école, ses amis et ses rêves. Le dimanche, il dînait avec elle dans le petit appartement du Marais, où il commença progressivement à se sentir chez lui, d'une manière que son luxueux appartement de Neuilly-sur-Seine n'avait jamais réussi à lui procurer. Mais la transformation n'était pas facile. Antoine découvrit que changer une vie entière exigeait plus que de bonnes intentions. Le premier conflit sérieux survint un mercredi après-midi, quand Antoine se présenta au parc avec une heure de retard. Léa était assise seule sur un banc, son cartable à ses pieds, et une expression de tristesse qui lui brisa le cœur. « Léa, je suis vraiment désolé. J'ai eu une réunion qui a traîné et... »« Ce n'est rien, monsieur Antoine, » dit Léa, mais sa voix sonnait différemment, plus distante. « Si, c'est quelque chose. Je t'ai dit que je serais là à 4 heures, et il est 5h15, ce n'est pas bien. » Léa le regarda avec ses yeux verts qui ressemblaient tant à ceux d'Hélène. « Ma mère dit que quand les adultes promettent quelque chose et ne le tiennent pas, ce n'est pas parce qu'ils sont de mauvaises personnes, mais parce qu'ils ont des priorités différentes. Elle dit que je ne peux pas être la priorité de quelqu'un qui ne me connaît pas vraiment. » Chaque mot était comme un poignard. Antoine s'agenouilla devant elle. « Léa, écoute-moi bien, tu es ma priorité, et je te promets que cela ne se reproduira plus. Vraiment? Vraiment. » Mais tenir cette promesse s'avéra plus compliqué qu'Antoine ne l'avait anticipé. Son monde des affaires ne s'était pas arrêté parce qu'il avait décidé d'être père. Les investisseurs exigeaient toujours des résultats. Les projets avaient toujours des délais. Les crises exigeaient toujours son attention immédiate. La tension atteignit un point critique le vendredi suivant, quand Antoine reçut un appel d'urgence pendant le dîner du dimanche. Un problème sérieux dans l'un de ses projets à Marseille exigeait sa présence immédiate. « Je dois y aller », dit-il en se levant de table. Hélène et Léa le regardèrent depuis leur chaise. « Maintenant ?» demanda Hélène. « Antoine, nous sommes en plein dîner. C'est une urgence. Si je n'y vais pas ce soir, nous pourrions perdre 20 millions d'euros. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Léa baissa les yeux vers son assiette, tandis qu'Hélène l'observait avec une expression qu'il connaissait très bien. C'était la même expression qu'elle avait eue la nuit où il lui avait dit qu'il avait accepté le poste à Lyon. « Vas-y, » dit Hélène finalement. « Hélène, vas-y Antoine, ton argent t'appelle. » Antoine sentit l'injustice de cette accusation, mais aussi son inconfortable vérité. Ce n'est pas seulement de l'argent, c'est du travail, c'est de la responsabilité, c'est ce qui a toujours été plus important que nous. Antoine regarda Léa, qui ne levait toujours pas les yeux de son assiette. « Léa, tu me comprends? Je dois aller travailler, mais je reviendrai demain soir. »« Oui, monsieur Antoine, je comprends. » Mais la façon dont elle le dit, avec cette résignation mature qui ne correspondait pas à ses 8 ans, lui dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. Antoine partit pour Marseille cette nuit-là, résolut la crise en un temps record et revint le lundi matin. Mais le mal était déjà fait. Quand il tenta de contacter Hélène, elle lui dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Pendant cette semaine de silence, Antoine fut confronté à la réalité la plus dure de sa transformation. Changer n'était pas seulement une question de vouloir être différent, mais de prendre des décisions concrètes et douloureuses sur le type de vie qu'il voulait vivre. Le jeudi après-midi, il prit une décision qui aurait été impensable 6 mois auparavant. Il convoqua une réunion extraordinaire du conseil d'administration de Lumière Construction. La salle de réunion du 45e étage était remplie des hommes les plus puissants du secteur immobilier français.
Antoine les avait convoqués sans leur expliquer le motif, ce qui avait généré des spéculations et de la nervosité. « Messieurs, commença Antoine, debout devant la grande fenêtre qui offrait une vue panoramique sur Paris, je vous ai réunis pour vous communiquer une décision qui va changer l'avenir de cette entreprise. » Louis Moreau, le président du conseil d'administration et mentor d'Antoine pendant des années, se pencha en avant. « Antoine, de quoi parles-tu? Je parle de délégué. Pendant 8 ans, j'ai géré cette entreprise comme si c'était mon royaume personnel. J'ai pris toutes les décisions importantes. J'ai été disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cela va changer. » Un murmure d'inquiétude parcourut la salle. « À partir du mois prochain, je vais mettre en place une structure de gestion qui me permettra de réduire ma charge de travail à 60%. Je vais déléguer la supervision directe des projets internationaux et je vais me concentrer uniquement sur les projets nationaux et la stratégie générale. » Nicolas Lefebvre, le vice-président financier, se leva alarmé. « Antoine, c'est une mauvaise idée. Les projets internationaux représentent 40% de nos revenus. Les investisseurs étrangers vous font personnellement confiance. Alors ils devront apprendre à faire confiance à notre équipe ou chercher d'autres options d'investissement. »« Tu es fou !» s'exclama Thomas Leroy, le directeur du développement. « Sais-tu combien d'argent nous pourrions perdre ?» Antoine se tourna vers lui avec un calme qui surprit tout le monde. « Thomas, sais-tu combien d'argent j'ai gagné ces 8 dernières années ?»« Bien sûr, environ 200 millions d'euros. »« Sais-tu ce que j'ai fait de tout cet argent ?» Thomas fronça les sourcils, ne comprenant pas où la conversation allait. « T'acheter des appartements que tu n'habites pas, des voitures que tu utilises une fois par mois, de l'art que tu ne regardes pas, des voyages dans des endroits où tu travailles au lieu de te reposer. J'ai construit un empire qui ne me donne pas le bonheur et une fortune qui ne me donne pas de but. » Louis se leva, visiblement inquiet. « Antoine, tu as une sorte de crise personnelle, parce que nous pouvons te trouver de l'aide. Ce n'est pas une crise, Louis, c'est une révélation. J'ai découvert qu'il y a des choses plus importantes que l'argent. » « Comme quoi ?» Antoine sourit pour la première fois depuis des jours. Comme être père. Le silence qui suivit fut absolu. Tous les hommes dans cette salle connaissaient Antoine depuis des années, et ils ne l'avaient jamais entendu mentionner avoir des enfants. « Père ?» demanda Louis. « Antoine, de quoi parles-tu? J'ai une fille de 8 ans, elle s'appelle Léa, c'est la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée, et pendant 8 ans, je ne savais pas qu'elle existait parce que j'étais trop occupé à construire cet empire pour prêter attention à ce qui importait vraiment. » Antoine marcha autour de la table, regardant chacun des hommes qui avaient été ses partenaires et mentors pendant des années. « Vous êtes tous des pères. Vous avez tous sacrifié du temps avec vos familles pour cette entreprise. Et vous tous, si vous êtes honnêtes avec vous-même, vous regrettez ces décisions. » Julien Bernard, le directeur marketing, hocha lentement la tête. « Antoine a raison. Mon fils aîné a 18 ans et je le connais à peine. J'étais toujours en train de travailler. »« Exactement, » dit Antoine. « Et je ne vais pas commettre la même erreur. Je ne vais pas perdre plus de temps avec ma fille pour gagner de l'argent dont je n'ai plus besoin. » Louis se massa les tempes. « Antoine, je comprends tes sentiments, mais tu as des responsabilités envers cette entreprise, envers les employés, envers les investisseurs, et je les remplirai, mais d'une manière différente. Je vais créer un système qui ne dépendra pas exclusivement de moi. Je vais former des leaders qui pourront prendre des décisions importantes sans avoir besoin de me consulter chaque détail. » Nicolas se leva, agitant des papiers. « Les chiffres ne mentent pas, Antoine. Si tu réduis ta participation à la gestion quotidienne, nos bénéfices vont chuter de 15 à 20% la première année. Je suis prêt à assumer cette perte. »« Et nous? Et nos bonus annuels ?» Antoine regarda Nicolas avec une expression qu'il n'avait jamais utilisée auparavant avec ses partenaires. « Nicolas, l'année dernière, ton bonus annuel était de 2 millions d'euros. As-tu vraiment besoin de savoir si cette année ce sera 2 millions ou 1,8 million ? La question flotta dans l'air comme une accusation. « Messieurs, continua Antoine, nous sommes tous ici parce qu'à un moment donné, nous avons eu des rêves qui allaient au-delà de l'argent. Je voulais construire des bâtiments qui changeraient la façon dont les gens vivaient. Louis voulait créer des espaces qui seraient des œuvres d'art fonctionnelles. Julien voulait raconter des histoires à travers l'architecture. » Il fit une pause, laissant ses mots s'imprégner. « Quand a été la dernière fois que l'un d'entre nous s'est senti fier de quelque chose que nous avions construit, au lieu de seulement fier de combien d'argent nous avions gagné ?» La réunion continua pendant 3 heures de plus. Il y eut des discussions animées, des préoccupations financières, des prédictions pessimistes sur l'avenir de l'entreprise. Mais progressivement, Antoine réussit à convaincre la majorité du conseil que son plan n'était pas seulement viable, mais nécessaire. Au final, sa proposition fut approuvée par une majorité serrée.
7 voix pour, 5 contre. Cette nuit-là, Antoine appela Hélène. « Hélène, je dois te voir. J'ai quelque chose d'important à te raconter. »« Antoine, je t'ai déjà dit que j'avais besoin de temps. S'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes. » Hélène soupira. « D'accord, mais pas ici. Léa dort, et je ne veux pas la réveiller. Nous pouvons nous retrouver au café Le Comptoir des Tontons, dans une demi-heure. » Le café. Le Comptoir des Tontons était un petit endroit chaleureux au cœur du Marais, fréquenté principalement par les habitants du quartier. Antoine arriva le premier et choisit une table dans le coin le plus discret. Hélène apparut 15 minutes plus tard, les cheveux attachés en queue de cheval et portant une vieille veste, qu'Antoine se souvenait de leur jour d'université. Même vêtue si simplement, elle restait la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Elle s'assit en face de lui sans dire un mot, attendant qu'il commence la conversation. « Aujourd'hui, j'ai renoncé à la moitié de ma vie, » dit Antoine sans préambule. Hélène fronça les sourcils. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « J'ai réorganisé toute mon entreprise. J'ai délégué des responsabilités, réduit ma charge de travail, annulé des projets internationaux. En gros, j'ai pris la décision de gagner moins d'argent pour avoir plus de temps. » Hélène l'étudia longuement. « Et pourquoi me racontes-tu ça ? Parce que je veux que tu saches que je suis sérieux. Quand je dis que vous êtes ma priorité, ce ne sont pas des mots en l'air. Je suis prêt à changer ma vie complètement. » Hélène fit tourner son café en cercle, sans le boire. « Antoine, te rends-tu compte de ce que tu dis ? Tu parles de changer toute ton existence pour une femme qui ne t'a pas pardonné et une enfant qui ne sait même pas que tu es son père. Je sais. Et si ça ne marche pas ? Et si finalement nous décidons qu'il vaut mieux suivre des chemins séparés ? Tu auras sacrifié ta carrière pour rien. » Antoine se pencha en avant, prenant les mains d'Hélène dans les siennes. Elle ne les retira pas. « Hélène, la seule certitude que j'ai dans ma vie, c'est toi et Léa. Tout le reste peut changer, peut évoluer, peut disparaître. Mais mon amour pour vous est la seule chose que je sais être réelle et permanente. » Hélène avait des larmes coulant sur ses joues. « Antoine, lève-toi, les gens nous regardent. Je ne me lèverai pas tant que tu ne m'auras pas donné de réponse. Je n'ai pas de bague à t'offrir, je n'ai pas de discours préparé, je n'ai rien d'autre que la promesse que je passerai le reste de ma vie à essayer de compenser le temps que nous avons perdu. » Hélène le regarda pendant ce qui sembla une éternité. Antoine put voir la bataille émotionnelle qui se déroulait dans ses yeux, l'amour luttant contre la peur, l'espoir luttant contre l'expérience passée. « Et si je te dis oui et que ça ne marche pas ? Et si nous sommes trop différents maintenant ? Alors nous aurons essayé, et ce sera plus que ce que nous avons fait la première fois. » Hélène ferma les yeux et respira profondément. « D'accord. D'accord quoi ? D'accord, oui. Oui, Antoine, je t'épouserai. » Le café entier éclata en applaudissements. Antoine se leva et embrassa Hélène pour la première fois en 9 ans. Ce fut un baiser qui avait le goût des larmes, du café et des possibilités infinies. Quand ils se séparèrent, Hélène avait un sourire qu'Antoine n'avait pas vu depuis leur jour d'université. « Mais il y a des conditions, dit-elle. Celles que tu veux. Première, pas de mariage ostentatoire. Quelque chose de simple, intime. Juste la famille et les amis proches. Parfait. Deuxième, nous allons nous marier pour Léa autant que pour nous. Il s'agit de créer une famille, pas de raviver une romance universitaire. Entendu. Troisième, nous allons dire la vérité à Léa ensemble, demain. » Antoine hocha la tête, sentant un mélange d'émotion et de terreur. « Tu crois qu'elle sera contente ?» Hélène rit doucement. « Antoine, cet enfant a rêvé d'avoir un père toute sa vie. Quand elle découvrira que son père est l'homme qu'elle adore déjà, ce sera le jour le plus heureux de son existence. » Ils sortirent du café, main dans la main, marchant lentement dans les rues du Marais. Tout semblait différent à travers les yeux de l'amour retrouvé. Les lumières des lampadaires semblaient plus chaudes. L'air nocturne sentait l'espoir, et l'avenir, pour la première fois depuis des années, semblait rempli de belles possibilités. « Tu sais ce que ça signifie ?» demanda Hélène en marchant. « Quoi ? Que demain soir nous serons une vraie famille. » Antoine s'arrêta et l'embrassa de nouveau, là, au milieu de la rue. « Nous sommes déjà une vraie famille, Hélène. Il ne nous manquait plus qu'à nous en rendre compte. » Partie 6. Le samedi se leva avec un ciel dégagé qui semblait une bénédiction divine. Antoine n'avait pas dormi de la nuit, non pas par anxiété, mais par une émotion si intense qu'il lui était impossible de fermer les yeux. À 6 heures du matin, il était déjà réveillé, planifiant mentalement chaque détail de la conversation la plus importante de sa vie. Hélène lui avait dit de venir à l'appartement à 10 heures du matin. Ils avaient convenu de dire la vérité à Léa pendant le petit déjeuner, dans une ambiance détendue et familiale. Ensuite, si tout se passait bien, ils iraient tous les trois se promener au jardin du Luxembourg et commenceraient à planifier leur avenir en famille.
Antoine se doucha, se rasa soigneusement et choisit des vêtements décontractés mais soignés. Jeans, chemise blanche et une veste en tricot qu'Hélène avait toujours dit qu'il le faisait paraître accessible. Il se regarda dans le miroir et pour la première fois depuis des années, il vit quelque chose de plus que du succès dans son reflet. Il vit un homme qui était sur le point de devenir officiellement père. À 9h30, il se tenait devant l'immeuble de la rue de la Providence, avec une boîte de croissants de la meilleure pâtisserie du Marais et un bouquet de fleurs sauvages pour Hélène. Pas de roses rouges coûteuses, mais des marguerites et des œillets simples qu'il avait achetés au marché du quartier. Il monta les escaliers 2 par 2, sentant son cœur battre si fort que les voisins pourraient l'entendre. Hélène ouvrit la porte avant qu'il ne sonne. Elle portait une robe jaune qu'Antoine n'avait jamais vue auparavant, avec les cheveux lâchés sur les épaules. Elle était magnifique, mais aussi nerveuse. « Bonjour », dit-elle, acceptant les fleurs avec un sourire timide. « Bonjour. Comment va Léa ?» Excitée. Je lui ai dit que tu avais quelque chose d'important à lui raconter, et depuis, elle n'a pas arrêté de poser des questions. Antoine entra dans l'appartement et entendit immédiatement Léa chanter dans la cuisine. C'était une chanson qu'il ne reconnaissait pas, mais sa voix claire et joyeuse remplissait tout l'espace de chaleur. « Monsieur Antoine !» Léa apparut en courant de la cuisine, avec un minuscule tablier taché de farine. « J'ai fait des crêpes pour le petit déjeuner. Enfin, ma mère m'a aidé, mais j'ai cassé les œufs toute seule et tout. » Antoine s'agenouilla pour recevoir son étreinte enthousiaste. « Je suis sûr qu'elles sont délicieuses. Vous avez vraiment quelque chose d'important à me raconter. Ma mère dit que c'est une bonne chose, mais elle ne veut pas me dire quoi. » Antoine regarda par-dessus la tête de Léa vers Hélène, qui hocha la tête presque imperceptiblement. « Oui, j'ai quelque chose de très important à te raconter. Mais d'abord, nous allons prendre le petit déjeuner avec ces crêpes, d'accord ?» Le petit déjeuner fut un mélange surréaliste de normalité domestique et de tension émotionnelle. Léa bavardait joyeusement sur ses projets pour le week-end, sans se rendre compte que les deux adultes pouvaient à peine se concentrer sur la conversation. Les crêpes étaient vraiment délicieuses, mais Antoine put à peine en goûter une bouchée. Quand ils eurent fini de manger, Hélène suggéra qu'ils s'assoient dans le petit salon. Léa s'installa sur le canapé entre les deux adultes, les regardant avec attente. « Léa, » commença Hélène, « te souviens-tu de toutes les questions que tu m'as posées sur ton père ?» L'expression de Léa devint immédiatement sérieuse. « Oui, maman. Eh bien, le moment est venu pour toi de connaître la vérité. » Léa se redressa sur le canapé, les yeux grands ouverts. Quelle vérité? Antoine respira profondément. Toute sa formation en présentation d'entreprise, toute son expérience à parler devant des conseils d'administration et des groupes d'investisseurs lui sembla complètement hors de propos à ce moment-là. « Léa, » dit-il d'une voix tremblante, « je suis ton père. » Le silence qui suivit sembla s'étirer pendant des heures. Léa les regarda tous les deux, assimilant l'information. Antoine put voir exactement le moment où les pièces commencèrent à s'assembler dans son esprit. Les similitudes physiques, la connexion instantanée qu'elle avait ressentie, la raison pour laquelle sa mère avait le numéro de téléphone d'Antoine. « Mon vrai père ?» demanda-t-elle d'une toute petite voix. « Ton vrai père », confirma Hélène. Léa resta immobile pendant plusieurs secondes, puis, lentement, elle se tourna vers Antoine. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit avant ?» La question fut comme un poignard droit au cœur. Antoine avait répété de nombreuses réponses possibles, mais face à ses yeux verts remplis de vulnérabilité, toutes les explications préparées s'évanouirent. « Parce que je suis un lâche, » dit-il finalement, « et parce que j'ai commis des erreurs terribles avant ta naissance, des erreurs qui m'ont éloigné de ta mère et de toi. » Quel genre d'erreur? Antoine regarda Hélène qui hocha la tête, l'encourageant à continuer. « Quand ta mère et moi étions jeunes, nous étions très amoureux. Mais je pensais qu'avoir une famille m'empêcherait de réussir dans mon travail. Alors je suis parti et j'ai laissé ta mère seule. Vous saviez que j'allais naître? Non. Si je l'avais su. » Antoine s'arrêta, réalisant qu'il ne pouvait pas mentir à sa fille. « Je ne sais pas, Léa. J'espère que j'aurais été assez courageux pour rester, mais je ne peux pas en être sûr. J'étais très différent à l'époque. » Léa assimila cette information avec un sérieux qui ne correspondait pas à ses 8 ans. « Et maintenant, vous allez repartir? »« Jamais. Je ne te quitterai plus jamais, Léa. Ta mère et moi allons nous marier, et nous serons une vraie famille. » Les yeux de Léa s'illuminèrent pour la première fois depuis le début de la conversation. « Vous allez vous marier? Vraiment ?» Hélène prit la main de sa fille. « Vraiment, ma chérie. Antoine m'a demandé de l'épouser hier soir, et j'ai dit oui. » Léa resta silencieuse un instant de plus, puis elle se jeta sur Antoine avec tant de force qu'elle faillit le faire tomber du canapé. « Papa !» cria-t-elle, l'embrassant de toutes ses forces. « J'ai un vrai papa. »
Le mot « papa » sur les lèvres de Léa fut comme une explosion de bonheur dans la poitrine d'Antoine. Les larmes commencèrent à couler de ses yeux sans contrôle, tandis qu'il embrassait sa fille pour la première fois, avec la liberté totale de savoir qu'elle était vraiment la sienne. « Oui, mon amour, tu as un vrai papa, et ton papa t'aime plus que tu ne pourras jamais l'imaginer. » Hélène se joignit à l'étreinte, et tous les trois restèrent ainsi pendant plusieurs minutes, pleurant et riant en même temps. Quand ils se séparèrent finalement, Léa avait 1 million de questions. « Je peux toujours vous appeler papa? S'il te plaît, fais-le. Vous allez vivre avec nous ?» Antoine regarda Hélène. « Nous allons trouver une nouvelle maison pour nous trois, une maison où tu pourras avoir ta propre grande chambre pour tous tes dessins. Et vous viendrez à mon école quand il y aura la fête des pères. Je ne manquerai aucun événement de ton école pour rien au monde. Et vous m'apprendrez à conduire quand je serai plus grande. » Antoine rit. « Léa, tu viens d'avoir 8 ans. Il reste 10 ans avant que tu puisses apprendre à conduire. Mais vous le ferez? Je le ferai. » Les questions continuèrent pendant des heures. Léa voulait tout savoir. Comment ses parents s'étaient rencontrés, pourquoi il s'appelait Antoine, s'il avait des frères et sœurs, si elle allait avoir des frères et sœurs, où il avait vécu toutes ces années, s'il était vrai qu'il était très riche, s'il pouvait avoir un chien. Antoine répondit à chaque question avec une patience infinie, s'émerveillant de la curiosité vorace de sa fille et de la rapidité avec laquelle elle avait accepté la nouvelle réalité. L'après-midi, comme ils l'avaient prévu, ils allèrent au jardin du Luxembourg. C'était la première fois qu'Antoine visitait le célèbre parc en tant que père, et tout semblait différent à travers cette nouvelle perspective. Léa courait entre les statues, lui expliquant avec enthousiasme chaque détail architectural qu'elle avait appris lors d'une excursion scolaire. « Saviez-vous que le nôtre ne s'est jamais marié, ni n'a eu d'enfant parce qu'il pensait que cela le distrairait de son travail ?» dit Léa tandis qu'ils admiraient à la façade du musée. Antoine sentit le poids ironique de cette information. « Et toi, qu'en penses-tu » ? Je pense que c'était dommage. Ces jardins sont très beaux, mais imaginer comme ça aurait été beau s'il avait aussi eu une famille qui l'aimait. Hélène et Antoine échangèrent un regard par-dessus la tête de Léa. Au coucher du soleil, ils s'assirent sur un banc avec vue sur tout Paris. Léa était blottie entre ses parents, dessinant dans son nouveau carnet. Antoine put voir qu'elle faisait un portrait des trois ensemble, pour la première fois. « Papa, dit Léa sans lever les yeux de son dessin, puis-je vous demander quelque chose ? Ce que tu veux. Êtes-vous content que je sois votre fille ?» La question fut si directe et vulnérable qu'Antoine sentit son cœur se briser. « Léa, regarde-moi. » Elle leva ses yeux verts qui ressemblaient tant aux siens. « Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Toi et ta mère êtes la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Et je passerai chaque jour qu'il me reste à essayer d'être le père que tu mérites. Même si parfois je me comporte mal. Surtout quand tu te comportes mal. Et même si parfois je ne comprends pas les choses d'adulte. Je t'aiderai à les comprendre. Et même si parfois je suis triste ou effrayé, Antoine la serra plus fort. Surtout quand tu es triste ou effrayé. C'est à ça que servent les parents, mon amour, à être là quand on a le plus besoin de nous. Léa hocha solennellement la tête et retourna à son dessin. Vous savez ce que j'aime le plus dans le fait que vous soyez mon papa? Quoi? Que maintenant, quand les gens à l'école parleront de leurs parents, je pourrai aussi parler du mien. Et je pourrai dire que mon papa est très intelligent et très beau, et qu'il m'aime beaucoup. Hélène essuya discrètement ses larmes, tandis qu'Antoine luttait pour garder son calme. Et moi, je pourrais dire que j'ai la fille la plus intelligente, la plus courageuse et la plus belle du monde. Quand il fit nuit, ils retournèrent à l'appartement du Marais. Mais cette fois, tout était différent. Antoine n'était plus un visiteur. Il faisait partie de la famille. Il aida à préparer le dîner, lava la vaisselle pendant qu'Hélène et Léa organisaient les nouveaux matériaux de dessin et resta pour la routine du coucher. « Vous me lisez une histoire, papa ?» demanda Léa quand elle fut en pyjama. Ce furent les plus belles paroles qu'Antoine ait jamais entendues. Il lui lut 3 histoires, lui chanta une chanson qu'il se souvenait vaguement de sa propre enfance et resta assis près de son lit jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Quand il sortit finalement de la chambre de Léa, il trouva Hélène préparant du thé dans la cuisine. « Comment te sens-tu » lui demanda-t-elle. Antoine s'appuya contre le cadre de la porte, observant la femme qui allait être son épouse se déplacer dans la petite cuisine comme si c'était une danse. Comme si j'étais enfin rentré à la maison. Hélène sourit et s'approcha de lui. « Bienvenue à la maison, Antoine. » Ils s'embrassèrent dans la petite cuisine éclairée par une seule lampe, tandis que Paris dormait à leurs pieds et que leur fille rêvait dans la chambre d'à côté. C'était le moment le plus parfait de la vie d'Antoine, et pour la première fois depuis des années, il ne pensa pas une seule fois au travail, ni à l'argent,
ni à rien d'autre que le miracle d'avoir trouvé sa place dans le monde. Le lendemain, Antoine commença officiellement sa nouvelle vie. Il déménagea temporairement à l'appartement du Marais pendant qu'il cherchait une nouvelle maison pour les trois. Il réorganisa complètement son emploi du temps pour être disponible pour emmener Léa à l'école le matin et pour la récupérer l'après-midi. La nouvelle de ses fiançailles et de sa paternité se répandit rapidement dans les cercles d'affaires de Paris. Certains de ses partenaires étaient surpris, d'autres préoccupés par les implications financières, mais la plupart se montrèrent sincèrement heureux pour lui. Sophie, son assistante personnelle, fut l'une des premières à rencontrer Léa quand Antoine l'emmena au bureau un jour où il n'y avait pas école. « Monsieur Dubois, » lui dit Sophie en privé après le départ de Léa, « en 20 ans à travailler pour des cadres, je n'en ai jamais vu un aussi heureux que vous maintenant. » Et c'était vrai. Antoine irradiait un bonheur palpable pour tous ceux qui l'entouraient. Son sourire était plus fréquent, sa patience infinie, sa perspective sur les problèmes d'entreprise beaucoup plus équilibrée. 3 mois après la révélation, Antoine, Hélène et Léa déménagèrent dans une maison de 3 étages dans le quartier de Passy, avec un jardin où Léa pouvait jouer et un bureau où Hélène pouvait recommencer à dessiner de l'architecture. La maison n'était pas la plus luxueuse qu'Antoine pouvait se permettre, mais elle était parfaite pour eux, accueillante, pleine de lumière, avec des espaces pour que chacun ait son intimité, mais aussi des zones communes où ils pouvaient être ensemble en famille. Antoine transforma l'une des chambres du 3e étage en un atelier d'art pour Léa, avec d'énormes fenêtres et tout le matériel dont une jeune artiste pourrait avoir besoin. Hélène transforma une autre chambre en son bureau d'architecture, où elle commença à travailler sur des projets de logement social, quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire. Le mariage fut célébré 6 mois plus tard, lors d'une cérémonie petite et intime dans le jardin de leur nouvelle maison. Seuls les membres de la famille proche et les amis intimes y assistèrent. Léa fut la demoiselle d'honneur, avec une robe rose qu'elle avait elle-même choisie et une couronne de fleurs sauvages. Pendant la cérémonie, quand l'officier d'état civil leur demanda s'ils avaient des vœux personnels à échanger, Antoine surprit tout le monde. « Hélène, dit-il, en prenant ses mains, il y a 9 ans, j'ai été assez stupide pour m'éloigner de l'amour de ma vie. Aujourd'hui, devant notre fille et nos êtres chers, je promets de ne plus jamais rien faire passer avant l'amour que je ressens pour vous deux. Je promets d'être le mari que tu mérites et le père dont Léa a besoin. Et je promets que chaque jour de ma vie, quand je me réveillerai, la première chose à laquelle je penserai sera comment je peux vous rendre plus heureuse. » Hélène pleurait quand vint son tour. « Antoine, tu m'as appris que le véritable amour n'est pas celui qui ne se brise jamais, mais celui qui est assez fort pour se réparer. Je promets que nous construirons ensemble la famille dont nous avons toujours rêvé et que notre histoire sera un exemple pour Léa que l'amour réel exige courage, pardon et engagement. » Quand l'officier d'état civil les déclara mari et femme, Léa courut vers eux en criant « Maintenant nous sommes une vraie famille !» La réception eut lieu dans le même jardin avec de la musique française en direct et un gâteau fait maison qu'ils avaient fait tous les 3 ensemble. Ce ne fut pas le mariage le plus élégant célébré à Paris cette année-là, mais ce fut le plus rempli d'amour. Cette nuit-là, après que Léa se fut endormie dans sa nouvelle chambre, Antoine et Hélène s'assirent dans le jardin sous les étoiles. « As-tu déjà imaginé que nous finirions ici ?» demanda Hélène. Antoine la regarda magnifique dans sa simple robe de mariée, les cheveux lâchés et un sourire de bonheur complet. Honnêtement, non. Quand je suis parti il y a 9 ans, je pensais que je prenais la bonne décision pour ma carrière. Je pensais que l'amour était quelque chose que je pouvais remplacer ou trouver à un autre moment. Et maintenant? Maintenant, je sais que rien dans ce monde ne vaut plus que ça, que le succès sans amour est la forme la plus sophistiquée d'échec. Hélène se blottit contre lui. « Antoine, tu sais ce que Léa m'a dit ce matin? »« Quoi ?» ?»« Elle m'a dit que quand elle serait grande, elle voulait trouver un amour comme le nôtre, un amour assez fort pour surmonter n'importe quel obstacle. » Antoine sourit dans l'obscurité. « Alors nous devons nous assurer de lui donner le meilleur exemple possible. Tu crois que nous y arriverons ?» Antoine regarda vers la fenêtre éclairée de la chambre de Léa, où sa fille de 8 ans dormait paisiblement, entourée de ses dessins et de ses rêves. « Je crois que nous y arrivons déjà. » Et il avait raison. 2 ans plus tard, la famille Dubois-Martin était devenue un exemple dans sa communauté. Antoine avait réussi à maintenir son entreprise prospère avec une philosophie plus humaine et équilibrée. Hélène avait ouvert sa propre firme d'architecture spécialisée dans le logement abordable. Et Léa, maintenant âgée de 10 ans, avait remporté plusieurs concours d'art pour enfants et parlait fréquemment de son « papa qui l'a trouvé » quand elle était petite. L'histoire qui avait commencé avec une fillette nettoyant un bureau
était devenu quelque chose de beaucoup plus grand. Une leçon sur les secondes chances, sur le pouvoir transformateur de l'amour inconditionnel et sur le fait qu'il n'est jamais trop tard pour choisir ce qui importe vraiment. Antoine avait appris que le vrai succès ne se mesurait pas en euros ou en propriété, mais dans le sourire de sa fille quand il rentrait du travail, dans l'étreinte de sa femme après une journée difficile, et dans la certitude d'avoir construit quelque chose qui durerait bien plus que n'importe quel bâtiment. Une famille basée sur l'amour, le pardon et la seconde chance. La tour de verre et d'acier où tout avait commencé se dressait toujours au-dessus de Paris, mais maintenant Antoine la voyait différemment. Non pas comme un symbole de son pouvoir, mais comme l'endroit où il avait retrouvé le plus important de sa vie, la capacité d'aimer et d'être aimé inconditionnellement. Et chaque fois qu'il passait devant avec Léa en allant à l'école, elle lui rappelait avec un sourire malicieux « Papa, tu te souviens quand je suis venu nettoyer ton bureau ?» Et Antoine, à chaque fois, lui répondait « Ce fut le jour le plus important de ma vie, mon amour, le jour où j'ai appris ce que signifie vraiment être riche. » Cette histoire d'amour et de seconde chance vous a-t-elle ému? Dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous écrivez et partagez si vous croyez au pouvoir du pardon. Si cette histoire vous a touché le cœur, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires qui vous feront croire au véritable amour. Et si vous avez des suggestions pour notre prochaine histoire, nous serions ravis de les lire.